merci beaucoup et sans plus attendre. Voilà. Et ce qui est important, Sophie, c'est que tu vas pouvoir tenir comme ça. Oui, tout à fait. Parce que ce que Sophie m'a dit, et ça c'est vraiment important pour moi, c'est que cette conférence, ça va être filmée par ton prénom, Éric. par Éric. Et donc ça va être une conférence sur le deuil. Vous connaissez bien le deuil, les étapes du deuil. Vraiment, je n'ai pas du tout la prétention de vous apprendre quelque chose. Mais il va avoir cette vidéo. Et cette vidéo, elle va être mise, Sophie m'a dit, sur YouTube. Sur notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube. Donc ça va être accès à des gens qui parfois, même s'ils auraient besoin de faire une démarche vers une structure pour les aider, les accompagner, ne vont pas la faire. Parce que des résistances intérieures, des peurs, des blocages. Et donc parfois la seule chose à laquelle ils auront accès, c'est ils ouvrent l'ordinateur, ils vont sur YouTube, ils vont à une conférence. Donc ça va être pour nous aujourd'hui, ça va être pour vous aussi à la maison, si vous n'avez pas la possibilité vous n'avez pas envie aussi d'être accompagné. Hein. Donc il y a deux, ça met encore pour moi une valeur encore un peu plus importante de venir faire ce travail ce partage avec vous aujourd'hui. Ok? Donc merci de ce partage. Il y aura 1 heure de conférence, une heure, c'est ce qu'on a dit. 1 heure. Et Mais par je suis la pas suite, bavard, donc ce sera plus d'1 heure. Hein. 1 heure de conférence, puis il y a ensuite À un 3 petit heures du moment matin. pour échanger si vous avez des questions. Mais il y a du décalage horaire quand même, donc on n'abusera pas. Là. Voilà. Allez, tu t'assois. Merci. Je vais m'asseoir derrière. Bon. Ok, donc vraiment, je me répète, là, on va vraiment parler des deuils et du processus de deuil. Et je sais très bien que vous connaissez cela vraiment bien, que vous avez déjà accompagné des personnes. Mais je crois aussi qu'on a besoin, peut-être pour les nouveaux, ou peut-être aussi pour les anciens, de réapprendre encore et encore ce qu'est le processus de deuil, pour un truc qui est important, pour nourrir en nous une conviction. Même pas une certitude, une certitude. Non pas une conviction, mais une certitude face aux personnes que l'on va accompagner. La certitude, c'est quoi? C'est que ce processus est un processus, justement, un processus évolutif. Parce que vous savez très bien de votre expérience que parfois, les gens, peut-être après 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans, sont dans un état qui est parfois tellement lourd, tellement pesant, qu'ils ont la certitude absolue que leur vie va maintenant être comme ça, à tout jamais. Et vous aurez beau leur dire encore et encore que non, les choses vont évoluer, que non, psychologiquement vous allez avancer, il y aura vraiment quelque chose qui sera tellement puissant de leur part, tellement ils voudront vous convaincre que non, vous vous trompez, que l'accompagnement du deuil ne mène pas à la destination que vous me pointez, mais que en fait, pour moi c'est fichu. Pour moi, il n'y a plus de bonheur, que c'est important d'entendre encore et encore l'idée qu'il y a un processus, le deuil n'est pas un état, mais un mouvement, et qu'il y a une vraie promesse qui peut être tenue, même si les gens vous disent cette promesse est fausse, elle n'est pas fausse. Qu'il y a une vraie promesse qui peut être tenue, qu'au bout du compte, si on crée des conditions, et les conditions c'est par exemple d'être accompagné par vous, que quand les conditions sont réunies, on peut véritablement sortir de cette zone de souffrance qu'on pensait être à tout jamais, et que véritablement il y a quelque chose qui peut s'ouvrir, et que, même si c'est difficile à entendre au début, qu'il peut y avoir potentiellement source de croissance par rapport à ce deuil, par rapport à cette perte, quelque chose qui va s'ouvrir. Alors je sais bien que c'est très difficile à entendre pour les personnes qui viennent de perdre leur enfant, qui viennent de perdre leur compagnon, leur compagne, d'entendre dire qu'il y aura potentiellement une ouverture, quelque chose qui sera bénéfique pour eux, mais nous, en tant qu'accompagnants, on a besoin de le savoir pour pouvoir, entre guillemets, résister à la force de frappe de quelqu'un qui dira « non, pour les autres, oui, mais pas pour moi. Moi, c'est pas pareil. Moi, j'ai une autre histoire. Moi, c'est plus compliqué que les autres. Donc, il n'y aura pas de processus pour moi. » N'est-ce pas? Vous avez entendu ça. Hein? Et donc, les gens qui vont nous entendre là ont besoin de savoir que vous tous qui accompagnez êtes aussi confrontés à ces difficultés de personnes qui vont vous dire « mais non, je ne vais pas m'en sortir. Je ne vais pas m'en sortir. Ma vie, c'est comme ça. » Alors qu'on sait très bien, parce qu'on l'a vu, on a la chance de pouvoir accompagner les gens sur plusieurs années, qu'après plusieurs années, il y a une partie en soi qui reste blessée à tout jamais.
On est d'accord? Vous savez bien, blessé à tout jamais, et cette partie-là restera dans toute une vie. Mais si au début, cette partie de souffrance envahit l'ensemble de la vie, le processus de deuil va faire en sorte que progressivement, il va mettre ce point de souffrance à sa juste place dans la vie de la personne, et en même temps, libérer des espaces pour que d'autres choses puissent émerger. D'autres choses de l'ordre du plaisir, d'autres choses comme accueillir un enfant, accueillir un nouvel amour, accueillir d'autres plaisirs. Et avec ce truc très bizarre, étrange de voir coexister en soi une souffrance présente à tout jamais, qu'on ne pourra jamais apaiser, et en même temps, juste à côté, la capacité à être heureux et investir sa vie et à pouvoir s'entendre rire. C'est étonnant ça. L'esprit humain est capable de ça, et nous tous là, nous le savons, on a besoin quand même de s'entendre répéter encore et encore. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui pour vraiment nourrir cette conviction, cette certitude que le travail qu'on fait, c'est un travail qui va faire du bien dans la vie des personnes. Ok? Donc, on va être très didactique. Comme la dernière fois, je vais faire en fait la même conférence que la dernière fois. Hein. Pardonnez-moi pour ceux qui étaient là la dernière fois, mais vous avez sûrement oublié après 5 ans. Ça Donc, il y a deux façons de parler du processus de deuil. D'abord, la première façon, c'est de parler du processus de deuil en tant que mécanisme de cicatrisation. Quand vous imaginez que vous coupez très profondément, qu'il y a une très grande blessure physique, il va y avoir automatiquement, au-delà de votre volonté, au-delà de votre décision, un processus naturel, intelligent, au-delà de ce que vous voulez ou pas, spontané, salutaire, salvateur, qui va se mettre automatiquement en place pour prendre toute l'énergie physique pour essayer de cicatriser cette plaie du mieux possible. Parce que si cette plaie restait béante, cela mettrait en danger l'intégrité du corps à cause des infections, des choses comme ça. Donc il y a vraiment un mécanisme de protection extrêmement intelligent qui va se mettre en place pour préserver le corps. Il y aura donc toujours un signe qu'il y a eu un traumatisme un jour dans ma vie à cause de ça. Il y aura une cicatrice qui sera parfois une mauvaise cicatrice, mais au moins ça dira à ce moment de ma vie j'ai eu cette blessure-là et c'est marqué sur mon corps à tout jamais. Et parfois quand je taperai dessus, Noël, l'anniversaire, la fête des mères, la Saint-Valentin, toutes ces choses-là, ça va taper dur, donc ça fera plus mal. Et ce n'est pas parce que ça fait plus mal que le processus de cicatrisation ne s'est pas bien passé. C'est-à-dire simplement que ça réactive parce que c'est mis en résonance par des circonstances extérieures. Mais ça ne veut pas dire que, parce que aussi j'ai le manque de la personne, que nécessairement ma cicatrice n'est pas de bonne qualité. Okay. C'est la même chose psychiquement. Quand je perds la personne que j'aime, je vais avoir cette énorme blessure psychique, cette énorme blessure du cœur. Et là, de la même façon que pour le physique, il va automatiquement se mettre en place au-delà de ma volonté, au-delà de ce que je décide, quelque chose de spontané, de naturel, de salvateur, de bénéfique pour moi, qui va être un processus de cicatrisation psychique. Et il se trouve qu'on a donné un nom à ce mécanisme de cicatrisation psychique, on l'appelait le deuil. On a mis ce nom-là, le deuil s'appelle le processus de cicatrisation psychique, et il y aura, comme la blessure physique, il y aura cette même intelligence qui va donner une cicatrice psychique, qui sera là à tout jamais, et quand on appuiera dessus, à Noël, à la Saint-Valentin, le jour anniversaire du décès, etc., ça fera mal. Ça ne veut pas dire que ma blessure ne s'est pas harmonieusement libérée, parce que s'il n'y avait pas le processus de deuil, mon cœur serait béant, je serais en danger. Je serais en danger psychiquement. Donc le processus de deuil est à comprendre comme un processus d'une haute intelligence qui échappe à notre conscient, qui est donc éminemment inconscient, et qui est là uniquement pour rendre cette peine et la mettre à sa juste place
comme je disais tout à l'heure, et pouvoir continuer à vivre son existence sans nier ce qui s'est passé, mais en libérant un espace où on peut commencer à respirer, à vivre et non plus seulement à survivre. Parce que c'est ça au début. Au début, on est en soins intensifs. Au début, on est en réanimation carrément. Après, on passe en soins intensifs. Après, on passe en hospitalisation. Et après, on peut sortir de l'hôpital un peu fragile, mais on peut retrouver sa vie. Et c'est ça le processus de deuil. Et on a besoin d'infirmières ou d'infirmiers pour pouvoir le faire. Et plus on va être accompagné de façon intelligente par des soignants qui vont prendre soin de la plaie, non pas qu'ils ne vont pas prendre soin du processus de cicatrisation, parce que là, ils n'ont aucun pouvoir, les soignants. Mais l'infirmière que vous allez voir, elle va prendre soin de nettoyer la plaie, ça va faire mal. Elle va enlever le pansement tous les jours, ça va faire mal. Elle va parfois enlever les peaux mortes, ça va faire mal. Et elle va remettre le pansement, ça va faire mal. Mais je ne suis pas tombé sur une sadique, je suis tombé sur quelqu'un qui est ancré dans la conviction que c'est en faisant ce mal-là, je vais progressivement accompagner de façon positive, créer des conditions favorables pour que cette cicatrisation se fasse la plus harmonieuse possible. Donc il y a deux choses. Et là, je prends mon stylo. On a donc, quand on parle du deuil, on aura donc un processus de deuil. Le processus de deuil, c'est le processus de cicatrisation spontané, naturel, qui vraiment est bénéfique pour nous. Parce que, petite parenthèse, les gens disent « le deuil, moi jamais, je ne veux pas le deuil ». Parce qu'ils assimilent le deuil à oubli. Et ça n'a rien à voir. Là, je suis en train de parler de processus de cicatrisation, pas de oubli. Et au bout du compte, si on n'aime pas le deuil, et qu'est-ce qu'on n'aime pas dans le deuil? C'est pas le deuil qu'on n'aime pas. On n'aime pas le processus de cicatrisation. Ce qu'on n'aime pas, c'est la perte de la personne que j'aime. Si ennemi il y a, l'ennemi est la perte de la personne que j'aime. Si ami, allié il y a, c'est le processus de deuil qui va de toute façon, comme cette blessure est là, m'aider du mieux qu'il le peut pour cicatriser cette plaie. Et c'est ça le processus de deuil qui va se mettre en place. Mais les soins de l'infirmière, l'écoute que vous allez donner, les rituels que vous allez aider à créer, le fait de mettre des mots sur la culpabilité, sur la colère, sur la peur, sur la déprime, tout ce que vous allez faire pour accompagner au fil des mois et des années, puisque vous savez très bien que c'est en termes d'années dont on parle, c'est pas du tout en termes de mois. C'est ridicule de penser qu'en un an, ce sera réglé, alors qu'après un an, c'est là où c'est le plus difficile, vous savez bien. Et tout ce qu'on va faire pour accompagner du mieux possible le processus de cicatrisation, c'est ça qu'on appelle le travail de deuil. Travail de deuil. J'écris mal, mais vous avez compris. Donc, là, on n'a pas de contrôle. Là, on a un plein contrôle. Là, c'est notre liberté de faire un travail de deuil qui va être bénéfique pour nous, ou de ne pas mettre un travail de deuil qui va laisser les choses se faire comme elles peuvent. Mais elles se feront de toute façon. D'accord? C'est déjà une première façon de voir le travail de deuil, le deuil. On verra tout à l'heure une autre manière de comprendre ce qu'est le deuil. Déjà, expliqué comme ça, on efface complètement l'idée de « tu vas oublier ». Non, tu vas simplement prendre soin de toi, comme ton corps sait prendre soin de toi quand tu as une blessure. Et moi, je vais t'aider à faire en sorte que ta blessure, que ta cicatrisation soit la plus apaisée possible. Je ne vais pas empêcher le fait que tu aies mal. Je ne pourrai jamais. Mais je peux créer les conditions pour t'aider à cheminer, pour que cette douleur-là trouve sa juste place dans ta vie et que tu ne sois plus submergé par cette souffrance-là. D'accord ? On peut être très investi négativement avec quelqu'un. Un lien émotionnel négatif. Et parfois on se dit, oh bah tiens, le fait de ne plus être en lien avec ces personnes-là, ça va aller mieux. Détrompez-vous parfois des liens émotionnels très chargés émotionnellement, de façon négative. Excusez-moi, pardon, je viens de déjeuner, excusez-moi. Le mec, quand ce lien émotionnel est rompu avec un conjoint très violent, par exemple, ou avec un enfant où il y avait beaucoup de violence, eh bien même cette rupture-là met en route un processus
un processus de deuil. C'est incontournable, c'est pour nous protéger que c'est là. Donc, le deuil, quand une personne décède, mettons un petit enfant décède, vous savez que je travaille beaucoup maintenant avec des parents en deuil, et notamment des parents en deuil de petits-enfants, ou de deuil après suicide, ou de congé suicide, donc, mais beaucoup avec des parents. Imaginez, là c'est le décès du petit. Vous savez bien que le vécu du deuil, il évolue de façon sinusoïdale. Je vais mieux, je vais moins bien, je vais mieux, je vais moins bien, je vais mieux. Au début, c'est 1000 oscillations dans l'heure, et au fil du temps, c'est une journée, je ne comprends pas pourquoi, mais je vais mieux. Une autre journée, je ne comprends pas pourquoi, j'arrive plus à respirer tellement je suis étouffé par ma souffrance. Et donc, imaginons que c'est le papa qui est là. Je vais mieux, je vais moins bien, je vais moins bien, je vais mieux, etc. Ça, c'est l'évolution du papa. Là, c'est au fil des mois, bien sûr. Imaginez que ça, c'est la maman. Je vais mieux, je vais moins bien, je vais mieux, je vais moins bien, je vais mieux, je vais moins bien, je vais mieux, je vais moins bien. Qu'est-ce qui se passe? Imaginons qu'on soit à 8 mois ou à 1 an après le décès de l'enfant. C'est bien sûr beaucoup plus d'oscillation que ça. Hein. Mais imaginons que, par exemple, on est un dimanche matin, le papa se réveille, et puis il n'a pas décidé, mais intérieurement, son mouvement naturel intérieur fait qu'il va mieux ce matin. Mieux ce matin-là. Et dit, écoute, il fait beau, on va aller pique-niquer, on dit pique-niquer Oui. On va aller pique-niquer au Mont-Royal. Nous sommes à Montréal. On serait à Paris, j'aurais dit le bois de Vincennes. On est à Montréal, donc on va pique-niquer au Mont-Royal. Et parce que lui, il peut... Il y a la peine, il dit, ok, ça fait 1 an qu'on a perdu notre petit, c'est compliqué, mais prenons soin de nous aussi, ça va nous faire du bien. Sauf que la maman, ce jour-là, elle ne sait pas pourquoi, elle est au plus bas. Et la seule idée de sortir du lit, la seule idée d'aller se promener, d'aller au soleil, de voir des gens heureux avec d'autres enfants, c'est juste insupportable. Et elle va être peut-être même très en colère contre son mari il y aura quelque chose de l'ordre d'une incompréhension qui va s'établir. Voyez? Et cette incompréhension est parfois le source de malentendus sur la relation. Et imaginez qu'il y ait dedans, dans la famille, un petit frère, je vais mieux, je vais moins bien, je vais mieux, je vais moins bien, je vais moins bien, une grand-mère, je vais mieux, je vais moins bien, je vais mieux, je vais moins bien. Vous avez compris, hein? Pour une personne décédée, il y a donc pour chaque personne un lien émotionnel spécifique. Donc des chemins différents pour une même famille, pour une même perte. Et donc, on n'a pas les mêmes, pour une même famille, une même perte, on n'a pas les mêmes besoins au même moment pour les mêmes personnes. Et ça fluctue sans cesse. C'est pour ça que vraiment il y a beaucoup de confusion, une impression d'incommunicabilité et parfois le besoin d'aller parler à des personnes comme vous qui ne sont pas impliquées émotionnellement avec la perte pour dire mais je ne comprends pas, mon mari ne réagit pas de la même manière que moi, etc. Juste une petite parenthèse. Il y a cette phrase qu'il faut éliminer de vos esprits. On dit que, j'ai pris un exemple d'un couple, on entend dire la moitié des couples qui ont perdu un enfant vont se séparer. Mais c'est archi faux. Il y a une suite à cette phrase qu'on a oubliée. La moitié ou les 2 tiers, enfin peu importe le nombre, des parents qui se séparent après la mort de l'enfant, quand, avant le décès de l'enfant, il y avait des dysfonctionnements importants dans le couple. C'est là la phrase complète. Et on a enlevé cette phrase-là parce que c'est terrifiant pour des parents de se dire « Mon Dieu, on a perdu notre enfant, on va se séparer ». C'est archi faux. Et c'est archi faux parce qu'on le constate en travaillant avec les personnes en deuil, les couples en deuil, ça ne se passe pas. Mais si auparavant, il y avait des graves dysfonctionnements, des grosses malentendus dans le couple, il y aura bien sûr quelque chose de l'ordre de
le couple ne va pas pouvoir amortir la violence du deuil. Il peut y avoir séparation, mais ce n'est pas à cause du deuil. Le deuil n'étant qu'un facteur déclenchant, aggravant une situation qui était déjà. Donc vraiment, pour rassurer les gens qui sont en couple et qui ont perdu leur petit. Juste un deuxième aspect par rapport à... je continue mon idée, mais on aura plus qu'une heure, je sens venir le truc. Plus qu'une heure. J'ai envie de partager, parce que comme ça va être sur YouTube, c'est important, ça. Ok. Vous avez souvent entendu parler, ça peut être valable aussi pour des parents, mais aussi des conjoints ou autres. Imaginez l'impression de ne pas pouvoir partager sa peine, même avec ceux qu'on aime. Il y a une espèce d'explication, et vous pouvez même faire un petit dessin pour aider les gens à comprendre ce qui se passe. Parce que parfois c'est troublant pour une maman, par exemple, qui a perdu son petit, de dire « mais avec mon compagnon, j'ai l'impression d'être loin de lui, il n'arrive pas à me rejoindre dans ma peine. » Une espèce d'explication, ça. Imaginez que le papa, ce soit comme une sphère. Une sphère. Le processus de deuil a ce pouvoir de nous ramener au cœur de nous-mêmes. D'accord? Donc, il va nous ramener au cœur de nous-mêmes. Dans ce lieu intérieur où va se distiller lentement, mois après mois, année à année, le vécu du deuil. Lentement, dans les tréfonds de notre être, c'est là où ça va se distiller, le processus de deuil. Donc ça nous ramène au cœur de nous-mêmes. La maman, elle est là, c'est aussi une sphère. Ils sont très proches, ils sont collés, ils s'adorent. D'accord? Là, on est très proches. On veut se soutenir l'un l'autre, on est très proches. Mais elle aussi est ramenée au cœur d'elle-même. D'accord? Et entre cet espace-là et cet espace-là, il y aura toujours une distance. Même s'ils sont collés, même s'ils s'adorent, même s'ils veulent ça. Et il y aura toujours une distance, et il y aura toujours un vécu intérieur de solitude ultime, même si on est accompagné par la personne qu'on aime le plus. D'accord? Ça, c'est important à comprendre, parce qu'il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas, entre guillemets, d'erreur de casting dans le choix de mon compagnon ou de ma compagne. C'est juste que structurellement, par la nature même du deuil qui m'amène au cœur de moi-même, je vais être amené à éprouver une distance avec toute personne qui m'aime et qui me soutient, et l'aide qu'on m'apportera ne sera vécue comme jamais assez. De toute façon, ce ne sera jamais assez, parce que le seul soulagement que je pourrai avoir, c'est le retour de la personne que j'aime. Or, ça, ce n'est pas possible, puisque le réel a dit « la personne que tu aimes n'est plus de ce monde ». D'accord? C'était une petite parenthèse que je vais dire, parce que c'est vraiment très important de signifier. Donc, le point que je voulais faire, le numéro 1, c'est à un deuil correspond une personne unique. D'accord? Le deuxième point qui est important, il y a plein d'autres choses importantes, mais j'aimerais vraiment, comme on est limité par le temps, vous parler des conditions du deuil. Qu'est-ce qui fait qu'un deuil est vécu d'une telle ou telle manière? Il y a deux choses. La première, c'est le processus de deuil va être déterminé par qui on est. Imaginez, vous avez une blessure sur un corps qui est jeune, vigoureux, en pleine santé. Le processus de deuil va se faire de façon harmonieuse. Une blessure, il a un support très vif, très fort. Vous faites la même blessure, exactement la même, sur un corps fatigué, par exemple en chimiothérapie, ou très abîmé, ou très dénutri. Le processus sera exactement le même, mais il se fera moins bien, parce que le support, il est fragilisé. Donc, ce qui va déterminer une partie du vécu du deuil n'est pas le processus en tant que tel, mais la personne qu'il va traverser. C'est pour ça qu'il y a un deuil, une personne, chaque personne différente, et donc c'est aussi important, et on verra tout à l'heure, en prenant soin du processus de deuil, mais prendre aussi soin de... Il y a quelqu'un qui... On entend ou... Peu importe, il y a quelqu'un dans la rue qui criait. Prendre soin du processus de deuil, mais aussi prendre soin de la personne
peut-être en termes de santé, en termes d'énergie, en termes de soins à son corps et tout, enfin, prendre soin d'elle-même pour qu'elle puisse accueillir le processus de deuil qui va être très exigeant. C'est-à-dire que pour 100% d'énergie sur une journée, le deuil va immédiatement prendre peut-être, je dis n'importe quoi là, mais 40% pour digérer. Donc on va rester pour affronter la journée que 60%. Et les gens qui sont en deuil découvrent que la perte de personnes qu'ils aiment, c'est la peine bien sûr. Et vont découvrir de façon étonnée qu'en premier lieu, c'est l'épuisement. Le deuil, c'est l'épuisement. Et pas pendant un mois ou deux, c'est l'épuisement pendant 1 an, parfois pendant 2 ans. Pourquoi? Parce que d'emblée, le deuil a besoin de beaucoup d'énergie physique et psychique pour métaboliser cette énorme peine, cette énorme souffrance et pouvoir la malaxer et lui donner sa juste place. Il y a un troisième élément qu'il faut apprendre, c'est la composante de patience. Parce que c'est bien que le processus va être beaucoup plus long qu'on imagine, et des gens qui me disent « Ah, je ne suis pas quelqu'un de patient », et dit « Oh mon Dieu !» Parce que là, il y a vraiment beaucoup de temps, vous savez bien. Je suis content de vous entendre revenir, parce qu'on entend, voilà, on est dans un processus qui est plein de tristesse, mais il y a quelque chose qui est doux aussi dedans, et l'intention, elle est bénéfique, donc c'est bien qu'on puisse rire. Donc ça, c'est la personne. Et il y a le processus. Et le processus, il va être conditionné par... Enfin, on dit que le vécu émotionnel du deuil est très fortement conditionné par tout ce qui a été vécu avant. Et le avant, je vous propose qu'on le divise en 3 temps du temps. C'est-à-dire, premier temps du temps, c'est les circonstances du décès. Tu vois là? Les circonstances du décès. On va y revenir, hein, j'énonce, on va y revenir. Que ce soit donc mort brutale, un accident vasculaire cérébral, un suicide, un accident, une catastrophe naturelle ou autre, ou mort attendue, je dirais mort attendue, c'est plus cancer qu'on a accompagné, une insuffisance rénale qu'on a accompagné, un trouble dégénératif qu'on a accompagné, etc. Qui renvoie donc au temps du moment, on va prendre l'exemple du cancer, du moment du diagnostic jusqu'à du décès de la personne. Et le troisième temps du temps, c'est à partir du moment où on a commencé à rencontrer la personne et où on a créé ce lien émotionnel qui, quand il va être rompu, va créer la nécessité psychique de déclencher en soi le processus de cicatrisation qu'on appelle le deuil. Vous voyez, c'est vraiment ça. On va revenir sur les 3 points. Et vous verrez pourquoi revenir sur les 3 points, parce qu'il y a une incidence pratique directe de connaître ces 3 temps. Et je vous invite très fortement à l'expliquer aux gens. Parce que je crois fondamentalement que quand on est en deuil, on n'a pas la connaissance du deuil, et que la connaissance du processus de deuil ne permet pas de faire l'économie de la souffrance. Mais quand on a la connaissance, on a aussi le pouvoir. Le pouvoir de quoi? Pas le pouvoir, mais le pouvoir s'accueillir, pouvoir comprendre, pouvoir être intelligent par rapport à sa propre souffrance. Donc vraiment, donnez de la connaissance autour du deuil, parce que vous allez permettre aux gens de comprendre qu'ils ont le pouvoir, un certain pouvoir, sur leur capacité à prendre soin d'eux-mêmes. Et ça, c'est capital pour ne pas se retrouver dans ce vécu d'impuissance par rapport à cette peine qu'on a l'impression de vivre de façon complètement sauvage et sans garde-fou. Ok. Première circonstance qui va influencer le vécu du deuil, c'est les circonstances du décès. Pour prendre une image, imaginez qu'il y a une impasse qui est là, et qu'au bout de l'impasse, il y a quelqu'un qui vous attend avec une batte de baseball pour vous frapper. C'est l'équivalent de la mort qui va survenir, la violence de la mort qui va survenir. Si vous savez qu'en cheminant dans l'étroite impasse, il va y avoir le coup, c'est-à-dire, pour reprendre le deuil, si vous accompagnez la personne que vous aimez, que vous voyez que son corps se fatigue à cause du cancer, que son état psychique se délabre, donc que vous cheminez, même si tout en vous s'y refuse, une partie de votre être, c'est bien qu'il y a quelque chose d'inéluctable qui va arriver. Eh bien, vous allez, sans même en avoir conscience, consciemment et inconsciemment, mettre en place des mécanismes de protection psychique et physique qui vont faire que, quand vous avancez, le choc
au bout de l'impasse va survenir, il y aura une anticipation, une relative préparation. Ça restera violent, il y aura quelque chose de préparé en soi, peut-être même pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Deuxième cas de figure, donc ça c'est le cas d'une mort attendue, ça c'est le deuxième, ce qu'on verra tout à l'heure. Deuxième cas de figure, c'est que j'avance complètement tranquillement, et au bout, la mort c'est le suicide, c'est l'accident, c'est l'homicide. Ça veut dire que quelque chose manque, une préparation, une anticipation. Et donc, potentiellement, je dis bien potentiellement parce que ça ne se passe pas toujours, hein. Faites attention, ça ne passe pas toujours ce que je vais dire. Il y a la rupture du lien affectif, du lien émotionnel avec la personne, donc mise en place du processus de deuil naturel. Et deux, potentiellement, du fait que je n'ai pas pu anticiper, que je n'ai pas pu mettre en place au niveau conscient et inconscient en moi mes mécanismes de protection psychique, eh bien je suis exposé à ce qu'on appelle un processus traumatique, avec donc des séquelles post-traumatiques qui ont le pouvoir, donc deux processus en moi, processus de deuil et processus traumatique. Post-traumatique, pourquoi c'est important à identifier? Parce que potentiellement, il peut venir freiner mon processus de deuil sans même que je m'en rende compte que j'ai un processus traumatique. Très rapidement, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est ce syndrome de stress post-traumatique, syndrome de stress post-traumatique. En anglais, c'est la domination internationale, c'est PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Et c'est important à identifier parce qu'il y a des techniques qui permettent de lever ce frein-là et laisser le libre cours au processus de deuil. On va y revenir. Il y a trois critères à regarder pour voir si la personne, je vous invite à le faire systématiquement quand vous êtes confronté à une mort brutale ou un décès traumatique. Il faut rechercher des images intrusives ou des cauchemars à répétition. Mais quand je dis des images intrusives, il faut voir ça 2 ou 3 mois après le décès. Parce que les images intrusives, comme ça, vont survenir de façon normale et naturelle 2 ou 3 mois après le décès. Là où on commence à avoir une suspicion de syndrome de stress post-traumatique, c'est quand ça dure dans le temps. Il est normal d'avoir ces images-là 2, 3, voire 4 mois après, et quand ça se prolonge 4 mois, 5 mois, 6 mois, de façon inchangée, avec la même intensité, la même fréquence dans la journée, parfois 10, 100, 20 fois dans la journée, toujours par exemple juste au moment où on s'endort, d'avoir les images, ça persiste au fil du temps, au-delà du mois, et on peut se dire, tiens, peut-être qu'il y a un syndrome de stress post-traumatique. Donc des images intrusives. C'est quoi une image intrusive? C'est, rappelez-vous de vos vacances il y a 2 ans, vos vacances d'été il y a 2 ans, vous allez vous arrêter, aller chercher dans votre mémoire, dire, ah oui, on a fait ça. Ça, c'est un souvenir. Une image traumatique, c'est on est en train de parler du dernier film qui vient de sortir, The Greatest Showman, allez voir, c'est génial. Et vraiment, j'ai adoré. et on est en train de parler, au moment où on parle de comédie musicale, il y a l'image de mon enfant que j'ai retrouvé dans sa chambre, mort. Vous voyez, qui s'impose à soi. Ça, c'est la signature d'une image intrusive. Donc, premièrement, image intrusive ou cauchemar à répétition. Deuxièmement, il faut rechercher si la personne est dans un état, au fil des mois, longtemps, c'est un état d'hypervigilance. Pas les premiers mois, plus loin dans le temps, l'état d'hypervigilance, avec l'impression d'être sur le qui-vive tout le temps. L'impression qu'une nouvelle catastrophe va survenir et d'être vraiment sur le qui-vive, de sursauter quand une porte claque ou quand le téléphone sonne, d'être vraiment dans la certitude qu'une nouvelle catastrophe va arriver et d'être vraiment en tension. Et parfois, cette hypervigilance peut presque donner une dépression d'épuisement quand ça se prolonge au fil des mois, voire des années. Troisième critère, qui n'est pas toujours là, mais qui est important à voir celui-là, c'est l'évitement. C'est-à-dire un évitement plus ou moins conscient de tout ce qui me relie de façon plus ou moins claire avec l'épisode initial. C'est par exemple, je ne peux pas aller dans le métro, je ne peux plus aller dans le métro depuis 1 an ou 2 ans, parce que mon enfant s'est jeté sous le métro. C'est des choses comme ça. Ou je ne peux plus voir des rails ou des trains parce qu'il y a l'image de mon enfant ou de mon conjoint se suicidant sur les trains
sur les rails d'un train. Vous voyez? Donc, quand vous avez identifié cela, PTSD ou syndrome de stress post-traumatique, voilà, merci, il faut pouvoir aider la personne à s'en affranchir. Je fais très rapidement, il y a plusieurs méthodes. Il y a les médicaments, certains médicaments antidépresseurs, mais qui bloquent les symptômes, qui ne le font pas partir, donc ces mesures provisoires. Deuxième, c'est tout ce qui est les approches de thérapie cognitive comportementale, qui ont leur efficacité. Troisième, qui est expérimenté chez vous au Canada, de prendre, vous savez, c'est en cours d'expérimentation, de prendre un bêta-bloquant et de faire rédiger le traumatisme et de relire, c'est en cours d'évaluation. En France, on n'a pas encore, peut-être que c'est déjà en cours chez vous, mais c'est une technique. Celle que j'utilise, la quatrième, c'est le EMDR. Vous connaissez ça, hein? Eye Movement Desensitivation and Reprocessing. C'est une méthode qui est vraiment, qui aide considérablement, on ne va pas entrer dans le détail, hein, mais qui aide qui aide considérablement à lever l'impact traumatique. Mais ça lève l'impact traumatique. Ne rentrez pas dans l'erreur de penser que le MDR va apaiser le deuil. Le MDR n'apaise pas le deuil. Le MDR, au contraire, parfois, va révéler la pleine authenticité du deuil une fois qu'il n'est plus écrasé par le syndrome de stress post-traumatique. Parce que parfois, des gens sont dans l'espoir que le fait de faire de l'EMDR quand ils sont en deuil vont enlever la peine. Non. Si ça va enlever le syndrome de stress post-traumatique qu'on a pu identifier. Il y aurait plein de choses à dire, mais là on va dans les grands points. Donc vous voyez, les circonstances du décès par elles-mêmes sont capitales à identifier. Donc s'il y a eu une mort anticipée, un décès anticipé, on va prendre l'exemple d'un cancer. Par exemple, tout ce qui s'est passé entre le moment du diagnostic d'ailleurs qui a pu être extrêmement violent et créé par lui-même un syndrome de stress post-traumatique. C'est les traitements, radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie, chirurgie, immunothérapie, enfin, tout ce que rémission, rechute, nouveau traitement, rechute, échappement thérapeutique, soins palliatifs, accompagnement de fin de vie, décès. Tout ce cheminement-là, qui prennent plusieurs années ou quelques mois, parfois dans les cancers du pancréas, qui peuvent certains aller très vite, on a véritablement plein d'éléments qui peuvent être déterminants dans le vécu du deuil. Un exemple. On est par exemple, votre maman a un cancer du pancréas. Vous la faites hospitaliser en plein été, dans un service où tous les médecins seniors sont partis en vacances. Il reste juste un petit résident qui ne connaît pas bien le maniement de la morphine, le contrôle de la douleur. Il ne va pas bien contrôler la douleur, et donc votre maman, pendant les 3 dernières semaines de sa vie, alors que vous allez l'accompagner, soit va être surdosée, et complètement dans les choux, soit être sous-dosée et tout le temps dans la douleur. Ce qui va faire que tout ce que vous avez envie d'échanger, de partager avec elle, va être entaché, parasité par cette douleur qui empêche la communication et le lien, le fait de se dire je t'aime, le fait de se dire pardon, le fait de se dire merci de la vie que tu m'as donnée, enfin, de toutes ces choses qui sont importantes dans la vie, que je reprends d'ailleurs dans un des bouquins, accompagner un proche en fin de vie. Je vous invite vraiment à le retrouver. Donc tout ceci, vous repartez quand votre maman décède avec, quand vous quittez l'hôpital, de la tristesse, de la culpabilité, de l'amertume, qui va faire un écho en vous peut-être pendant des semaines, des mois, des années, parfois même toute votre vie. Deuxième cas de figure. Vous arrivez dans un service hospitalier où il y a un très bon contrôle de la douleur et des autres symptômes de la fin de vie, qui va faire que votre maman va être apaisée du mieux qu'on peut l'être. Hein. Ne soyons pas dans l'illusion que la fin de vie c'est merveilleux et tout. Non, ça n'est pas merveilleux du tout, mais on essaie de faire au mieux. Et il y a des services où les soins palliatifs sont extrêmement efficaces. Et donc on a une personne qui va s'éteindre peut-être de façon beaucoup plus apaisée. On a pu être dans l'échange, le partage et tout. Et bien ça aussi, vous allez l'emporter avec vous en vous disant, en sortant de l'hôpital, une fois qu'elle est décédée, j'ai frappé à la bonne porte.
j'ai donné à maman la possibilité d'être dans un environnement le plus harmonieux, on a véritablement pris soin d'elle. Et ça aussi va avoir un impact dans le vécu du deuil. Pourquoi parler de ça alors que la personne est décédée? Parce que parfois je fais des interventions auprès d'infirmières. Les infirmières se demandent, mais pourquoi parler du deuil alors que nous, une fois que la personne est décédée, on ne la voit plus? Sauf que, quand vous êtes par exemple dans la chambre avec votre maman, et que vous voyez l'infirmière qui vient de finir la toilette et qui a bien coiffé votre maman, qui met la tête sous l'oreiller avec tendresse, qui s'occupe bien d'elle, vous voyez ça. Et ça, vous dites, c'est un bon endroit pour elle. Et vous allez, vous allez emporter ça avec vous. Et l'infirmière, pour elle, c'est la routine, elle fait ça habituellement, mais c'est important de rappeler à l'infirmière que si elle fait ça pour tous les gens du service, pour vous, c'est une seule personne. Et qu'elle a besoin de savoir, de retrouver la fraîcheur, que le moindre geste qu'elle va dire, la moindre parole qu'elle va prononcer à ce moment-là, peut avoir un impact déterminant sur la personne qui va rester après le décès de la personne. Voilà. Donc c'est vraiment un soin sur la personne en fin de vie, oui, mais aussi un soin indirect sur la personne qui est accompagnée, qui va survivre à la personne décédée. Donc c'est vraiment essayer, les soins palliatifs certes, mais vraiment tout le process de la maladie doit tenir compte du fait que peut-être cette personne va décéder et que tout ce qu'on va dire ou faire, toutes les décisions qu'on va prendre vont avoir un impact pour après. Vous voyez? Donc même avant le décès, on peut véritablement avoir un impact sur le vécu du deuil. C'est hyper important ça. Et le troisième qui va influencer le vécu du deuil, c'est évidemment la tonalité émotionnelle du lien émotionnel qu'on va créer avec la personne, qu'on ait pour la première fois découvert la personne comme ça sur un site de rencontre ou sur les bancs de la faculté de droit ou de lettres, et on a rencontré cette personne-là et tout ce qui est construit avec l'amour, la haine, l'ambivalence d'une relation. Vous savez très bien qu'une relation humaine, c'est pas simple du tout, mais forcément il y a des hauts et des bas. Et ceci va avoir une incidence sur le deuil. Pourquoi c'est important de... Je cherche une feuille à soulever, c'est pas une feuille à soulever, c'est à effacer. Donc pourquoi je vous parle de ça? Donc, je vais utiliser cette partie-là cette partie-là de l'écran. Ce n'est pas un écran, Christophe, c'est un tableau. Et on sent le décalage horaire qui arrive. Okay. Alors, pourquoi c'est important d'identifier ces temps du temps? Parce qu'il y a une application pratique pour vous, et pour vous, si vous êtes en deuil, c'est de pouvoir, quelles sont les bonnes questions que je peux poser pour couvrir le plus possible de mes besoins à ce moment-là de ma vie. C'est quoi? C'est simple, hein. S'il y a un truc à retenir, c'est ça. 3 questions, 5 tiroirs. 3 questions, 5 tiroirs. Moi, Monsieur Foiré, je ferai une petite pause le temps que je change ma carte mémoire. Ce serait une bonne idée. Bonne idée, hein? On y va, oui, c'est parfait. Donc, pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une application pratique qui est 3 questions, 5 tiroirs. Première question, qui est: qui as-tu perdu? Qui as-tu perdu? Et à 2 niveaux. Quelle est la personne que tu as perdue? Et quelle était la nature de la relation avec cette personne? Et là, vous explorez directement le numéro 3. Vous explorez le lien. Qui as-tu perdu? La personne. Ça veut dire, montre-moi sa photo. Montre-moi sa photo. Là, vous êtes sûr qu'il y a les photos sur le fond d'écran d'ordinateur, sur le fond du smartphone, il y a les photos ou pas, les gens qui ont la photo. Mais la plupart du temps, les personnes ont besoin de montrer la photo. Quelle est cette personne? Parle-moi de ces zones d'ombre, de ces zones de lumière, de qui elle était en tant que personne. Et n'hésitez pas à passer beaucoup de temps à inviter la personne à dire qui ai-je perdu vraiment? Et aussi, parle-moi de la relation. Quel type de relation c'était? Quelle était la nature de cette relation? Et là, évidemment, Candiné, t'es fou, Christophe, tu vas faire pleurer la personne. Est-ce que quelqu'un a un livre? Vous avez un livre? Oui. Ah, un très bon livre.
Excellent. On va dire que ce n'est pas le livre sur le deuil. On va imaginer que c'est une image que vous pouvez utiliser. Hein. Qui as-tu perdu? Parle-moi de la personne de la relation. Ça a amené les larmes. Mais pourquoi parler donc? Pourquoi exprimer? Pourquoi amener les larmes? Parce que, imaginez ça, que ça c'est la plus belle histoire d'amour qui existe. Et vous allez commencer à la lire. Et à chaque page, vous allez être complètement bouleversé par tout ce qui est écrit, tellement c'est beau. C'est toute l'histoire de votre vie avec cette personne. Et c'est tellement beau. Vous lisez, vous lisez, vous lisez, vous arrivez à la fin. Vous recommencez aussitôt et vous relisez. À nouveau, une deuxième fois. Et vous êtes touché, vous êtes touché. Vous arrivez à la fin. Et vous reprenez encore une fois. Une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. À la 1001e fois, vous allez encore et encore et encore demander à la personne de raconter qui il est. Elle va commencer à lire. C'est bien écrit, hein? Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Il n'y a pas une seule virgule, un seul mot qui a été modifié. Ça veut dire deuil égale oubli, n'importe quoi. Pas un seul mot n'a été oublié, sauf que le fait de revenir encore et encore et encore sur l'histoire de vie, sur la personne et tout, va user progressivement, couche par couche, la charge émotionnelle autour de l'histoire partagée. La charge émotionnelle, c'est ce qui fait mal. Ce n'est pas l'histoire, c'est la charge émotionnelle. Donc le fait de revenir encore et encore dessus va progressivement apprivoiser l'histoire en la vidant progressivement de la charge émotionnelle qui est source de souffrance. D'accord? Oui. C'est pour ça qu'il est bénéfique de revenir encore et encore. Pas forcément avec les mots « Mesdames, ne harcelez pas vos... Ne harcelez pas vos maris parce qu'ils ne mettent pas les mots. » Un homme peut passer encore et encore dans sa tête l'histoire avec son enfant, encore et encore sur son ordinateur, sur un dossier qu'il ne vous montrera jamais, encore et encore sur des visites au cimetière sur lesquelles vous ne serez pas du tout au courant, mais encore et encore il fait ce chemin-là. Sur le versant plus féminin, il y a l'expression orale qui est le encore et encore. Mais pour l'expression masculine, c'est beaucoup plus silencieux, mais ça se fait. Ça se fait quand même si c'est que dans la tête et qu'il n'y a pas forcément le besoin de nommer. Sachez que pour l'homme, le fait de nommer doit très souvent être suivi d'une action. S'il n'y a pas d'action qui suit le fait de nommer, l'homme va dire non, c'est pas intéressant, ça ne sert à rien. Alors que la plupart du temps, c'est un peu caricatural, mais la plupart du temps, c'est le fait de nommer pour une dame est son action. Alors que l'homme pense que le fait de nommer n'est pas une action. D'accord? C'est là où on a des façons très masculines et féminines de vivre le deuil. Mais ne croyez pas, mesdames, que parce qu'il n'y a pas de mots prononcés, qu'il n'y a pas de processus, et que ce n'est pas une bombe à retardement que votre compagnon, votre frère a à l'intérieur de lui qui va exploser, sinon il n'y aurait plus d'hommes sur Terre. D'accord? Or, ce n'est pas le cas. Ok? Donc, qui as-tu perdu? La personne et la relation. Et là, véritablement, c'est ça votre grandeur en tant qu'accompagnant du deuil. Vous savez accompagner ça et tenir et rester debout sans partir en courant quand la personne est dans ces larmes-là. Vous êtes présent à cette souffrance-là parce que vous savez qu'elle est nécessaire. C'est l'infirmière qui fait du mal en sachant qu'elle fait du bien. On est là pour ça. Exactement ça. On a vraiment cette fonction. Deuxièmement, Quoi dans le sens, que s'est-il passé? C'est le récit. Je ne commence pas un accompagnement du deuil, le récit. Je ne commence pas un accompagnement du deuil sans que la personne me raconte le récit, parfois même plusieurs fois. Et le récit, c'est quoi? C'est 2 et 1. Vous voyez, la question, raconte-moi ce qui s'est passé. Le récit, c'est soit les circonstances du décès, par le menu, dans les détails,
Et là, vous avez déjà une idée si la mort est traumatique ou pas. Parce que la mort peut paraître accompagnée, mais en fait, la mort est traumatique. D'accord? On peut avoir accompagné un cancer, et le moment du décès est vécu de façon extrêmement traumatique. Hein. Donc, ce n'est pas forcément mort traumatique, attendument, pas attendu. Il peut y avoir un traumatisme dans une mort attendue. Hein, bon, pour, la séparation que j'ai faite entre les deux, elle est un peu artificielle. Il y a un troisième chemin. Donc, raconte-moi l'accompagnement, raconte-moi les circonstances du décès, raconte-moi l'arrivée des secours, la réanimation, raconte-moi l'hospitalisation en réanimation, raconte-moi les obsèques. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter encore et encore et encore. La personne va dire, je tourne en rond, je vous raconte toujours la même chose, je tourne en rond. C'est un point de vue. Vous pouvez lui dire, ok, mais ça c'est un point de vue, mais si on regarde de côté, on va se rendre compte que quand on regarde ça, on voit ça. Tu ne me racontes pas les mêmes choses à chaque fois. Et à chaque fois, j'enlève une fine couche de cette charge émotionnelle qui est l'objet même de ta souffrance. Encore et encore. Et autant la personne qui est en deuil doit apprendre la patience, autant nous, vous le savez bien maintenant, devons apprendre la patience, parce que le processus va être long, et la qualité de notre accompagnement est à la juste mesure de notre capacité à recevoir avec patience les mêmes mots, les mêmes regrets, les mêmes culpabilités, les mêmes choses, mais on sait que c'est nécessaire parce que les personnes avancent comme ça. Et à chaque fois, c'est énoncé un tout petit peu différemment. Donc n'hésitez pas à parler encore et encore et encore. C'est nécessaire. Et si vous avez l'impression que vos proches en ont assez, il y a des personnes, comme ces personnes ici, Maison Montbourquette, à Montréal, qui sont là qui comprennent la nécessité de revenir encore et encore sur la même chose. Et n'en voulez pas à vos proches ou à vos amis s'ils n'ont pas la capacité d'entendre cette souffrance encore et encore et encore, parce qu'ils ne connaissent pas le processus. Ils ne savent pas que c'est utile. Allez faire des gens qui savent que c'est utile, ou leur montrer leur la vidéo. Ok? Le récit, capital. Troisièmement, la troisième question, c'est où en es-tu? Où en es-tu? Et où en es-tu? Ça renvoie aux 5 tiroirs dont je vous parlais. Où en es-tu? Et là, pardonnez-moi, je vais aller un peu vite parce que ça prendrait trop de temps. Mais où en es-tu? C'est explorer toutes les facettes d'un être humain. Un être humain, c'est comme un diamant. Et une facette du diamant, c'est son corps. Où en es-tu au niveau de ton corps? Comment prends-tu soin de ton corps qui lui aussi reçoit l'impact du deuil? Ça veut dire quelle est la qualité de ton sommeil? La plupart du temps dégradé. Quel est l'impact sur ton alimentation? On commence à pas bien s'alimenter, à manger que des produits surgelés et tout. Quelle est la qualité de ton activité physique? Moi, je n'ai pas envie et tout. Il y a un truc qui est important dans l'activité physique, c'est que quand vous dites aux gens, il est important de faire de l'activité physique quand on est en deuil, les personnes disent aussitôt, j'ai pas envie. Et là, moi, je propose toujours, ok, il y a le module j'ai envie, j'ai pas envie, mais dans le processus de deuil, on a absolument besoin d'autre chose, qui est un deuxième module qui est ceci m'est utile, ceci ne m'est pas utile. Et si on met les deux ensemble, ça donne quoi? J'ai pas envie d'aller faire le tour du pâté de maison parce que pour prendre l'air, mais ça m'est utile. Donc j'y vais. Je ne suis pas en train de me raconter que j'ai envie de faire le tour du pâté de maison, que j'ai envie d'aller à la piscine, que j'ai envie d'aller faire un peu de jogging dans le parc. Mais ça m'est utile parce que je sais que sur le long terme, ça va construire quelque chose de bénéfique en moi. Hein? Si j'ai envie, il n'y a pas de problème. Si je n'ai pas envie, est-ce que ça m'est utile? Est-ce que ça ne m'est pas utile? Pareil par extension, je suis invité chez des amis, je n'ai pas du tout envie d'y aller, mais pas du tout. Mais je sais que ça fait la 4e fois que je refuse cette invitation, et je sais qu'à un moment donné, les gens vont s'épuiser et vont renoncer à m'inviter. Donc il est utile pour moi d'y aller pour ne pas perdre le lien. Je suis complètement clair sur le fait que je n'ai pas envie d'y aller, mais je sais que c'est utile, que peut-être même en rentrant, je serai soit plus léger, soit plus effondré, mais pas envie utile va permettre de rajouter une composante autre
pour pouvoir avancer dans mon vécu de deuil, parce que le envie, pas envie, il y aura toujours le pas envie qui gagnera. Alors que le utile, pas utile, le utile peut vraiment m'aider à sortir de l'impasse du envie, pas envie. Ok, c'est clair pour vous ça? Donc prendre soin de mon corps, c'est aussi de ce même ordre-là. Prendre soin du corps, ça va être plein de choses, tout ce que vous voulez, l'acupuncture, le reiki, les thérapies énergétiques, les massages, l'acupuncture, l'ostéo, you name it, tout ce que vous faites pour prendre soin du corps. Prendre soin aussi si on a des pathologies chroniques comme l'hypertension artérielle ou l'insuffisance coronarienne ou les problèmes d'artérite ou des troubles du rythme par exemple, on sait que l'expression « le cœur brisé » a aussi son équivalent dans le corps. Hein. Et une étude assez vieille anglaise montre que les 2 tiers des personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires préexistants au décès, hein, ça ne crée pas, mais préexistants au décès, ont dans les 6 mois, pour les conjoints ou conjointes, des altérations de l'équilibre cardiovasculaire. Donc c'est toujours bien d'aller voir son cardiologue si on est porteur d'une pathologie cardiovasculaire préexistante parce que l'intensité du stress peut perturber cela, le cœur brisé. C'est étonnant, ça se renvoie aussi à ça. Sommeil, n'hésitez pas, je ne suis pas du tout un prescripteur de médicaments antidépresseurs, la plupart du temps c'est inutile dans le vécu du deuil quand il se déroule normalement, mais il peut y avoir parfois nécessité d'une aide médicamenteuse ou de naturopathie, ou de allopathie, ou de naturopathie, homéopathie, tout ce que vous voulez pour pouvoir aider au sommeil, tout simplement parce que l'organisme, comme il est épuisé, et que c'est un véritable marathon qui va durer pendant des mois ou des années, on a besoin de se reposer, on a besoin de dormir, on a même droit, vous savez quoi, de s'offrir des breaks, de s'autoriser à partir en vacances au soleil, et de se dire ok, je mets une pause, je prends soin de moi un petit peu, et après je reviendrai à ma peine. C'est tenir sur la durée. On aurait beaucoup de choses à dire sur le corps en deuil, mais vous avez l'idée, hein. C'est une partie vraiment capitale, importante, essentielle, prendre le corps en compte. Deuxième tiroir, c'est où en es-tu au niveau de ton entourage, je dirais l'environnement social. Et ça se résume en une question. Qui sont tes alliés? Tes alliés parce qu'on sait que le premier facteur pronostic d'un deuil harmonieusement vécu, c'est, j'ouvre les guillemets, le vécu subjectif d'un réseau de soutien de qualité. Et un réseau, c'est pas une personne. Hein. Un réseau, c'est pas 2 personnes, ça commence à peu près à 3 ou 4 personnes. Donc prenez le temps d'aider la personne à identifier son réseau. Nommez les noms, nommez les personnes, et les gens qui d'emblée me disent « Voilà, je suis très entouré par ma famille et mes amis, en moi, d'emblée, dès la première rencontre, je suis rassuré. » Parce que je sais qu'il y a le prérequis principal, il est là. Les gens qui sont très isolés socialement ont justement besoin de gens comme vous parce que vous créez une communauté humaine autour de cet isolement. Or, l'isolement est un, je le dis guillemets là encore, facteur de risque par rapport au vécu harmonieux du deuil. Et c'est là où parfois les associations, les bénévoles comme vous, sont d'extrême valeur pour suppléer à un isolement social qui parfois est trop important. Deuxième point. Troisième point, où en êtes-vous au niveau des émotions? Là, je ne vais pas aller trop loin parce que c'est des choses qui sont beaucoup plus connues et on n'a pas le temps, mais c'est explorer encore et encore, hein, toujours user l'émotionnel. Parle-moi de ta peur. Peur par rapport au processus, peur de ne pas pouvoir élever tes enfants alors que le papa n'est plus là ou que la maman n'est plus là. Peur de ne pas pouvoir reprendre une activité professionnelle, de ne pas avoir assez d'argent parce que ça fait des années qu'on ne travaille plus et il faut reprendre le travail. Etc. Peur du processus dont on ignore tout et vous apporter la connaissance pour vaincre la peur. La peur, la culpabilité, parle-moi de ta culpabilité. Et parfois, même si elle est irrationnelle, ça ne fait rien. Parle-moi-en encore et encore et encore. Parle-moi de ta colère, encore et encore. Accueillez la colère. Parle-moi éventuellement de ton soulagement. Parle-moi de ta déprime. Parle-moi de tes idées suicidaires. Parle-moi de ta désespérance. Parle-moi
encore et encore. Mets des mots ou écris ou fais ce que tu veux, mais il faut vraiment exprimer tes émotions. On en reviendra, vous me ferez penser les 4 tâches du deuil. Quelqu'un me fera penser les 4 tâches du deuil quand j'aurai fini ça. Ok? Faut pas que j'oublie. 4 tâches. J'écris dans un petit coin. Ça, je saurai faire. 4e point, où en es-tu le corps au niveau social, qui sont des alliés, où en es-tu au niveau de tes émotions, où en es-tu au niveau, c'est pas toujours le cas, mais où en es-tu au niveau financier. Non, ça c'est un euro. Où en es-tu dollar canadien? C'est A. Comment? C'est A. A, C. C'est A. C. Voilà. D. D. Ou euro aussi. Hein. Où on est ici au niveau financier parce que le deuil a parfois une incidence matérielle. Imaginez une dame qui a 3 enfants et qui habite dans un quartier richissime de Montréal et que son mari décède, elle se rend compte qu'il a d'énormes dettes et qu'il n'a pas prévu d'assurance. Elle se retrouve avec la nécessité de quitter leur logement qu'il louait, faire sortir les enfants de l'école très chère où elle était. Vous voyez, il y a un enjeu financier majeur. Et parfois, la première intervention en termes de deuil, ce n'est pas d'écouter la peine, la souffrance, mais c'est de mettre en œuvre les travailleurs sociaux de façon très importante pendant les premiers temps. Hein. Donc vraiment, la dimension matérielle, n'hésitez pas à l'aborder parce que c'est parfois un frein majeur au premier temps du deuil, le temps de retrouver son équilibre matériel ou financier. Où en es-tu, le dernier, qui n'est pas forcément à poser au début du processus parce qu'on est trop dans l'émotion pour pouvoir avoir le recul nécessaire, mais c'est où en es-tu au niveau, je dirais, spirituel. Pas forcément religieux, hein, mais spirituel, qui est sur le sens des choses. Comment comprends-tu les choses? Qu'est-ce qui te fait du bien au niveau de la spiritualité, au niveau de la transcendance, hein, où en es-tu? Parle-moi de cette dimension-là aussi de ton être, et c'est parfois une dimension extrêmement importante. Vous voyez, où en es-tu la facette du corps? Où en es-tu la facette sociale? Où en es-tu la facette émotionnelle? Où en es-tu la facette matérielle de ton existence? Où en es-tu la facette spirituelle, religieuse éventuellement, de ton existence? Donc, par cette question-là, on couvre au fil du temps, parce que ces questions-là, autant les 2 premières ont besoin d'être posées beaucoup au début, les premiers mois, voire la première année, 1 an et demi, ça c'est vraiment beaucoup dans le temps, autant ces troisième questions et ces 5 tiroirs peuvent être posés très très régulièrement au fil du processus, parce que tout ceci est évolutif. Au début, où on est socialement, les 2 premiers mois, il y a plein de monde, tout le monde est présent, tout le monde m'appelle, tout le monde m'envoie des courriels, on dit des mails chez nous, et chez vous c'est des courriels, mais où envoies-tu et la même question posée 1 an après ou 2 ans après, il n'y a plus personne. Vous voyez, donc c'est très évolutif au fil du temps. Hein, au début on est épuisé, mais après on dit ok, je commence à être moins épuisé après 1 an, 1 an et demi ou 2 ans. Vous voyez, donc c'est évolutif dans le temps. 3 questions, 5 tiroirs. C'est ok pour vous? Oui.